Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Un soir de demi-brume à Londres, en octobre 1930, Sir Gordon Legge arrive à son bureau de Lombard Street. Il ouvre un placard, y dépose son chapeau melon, prend à la place un haut de forme et prévient son secrétaire. « Je vais voir le président. » On ne traite en effet les affaires dans la cité qu'ainsi coiffées. Un quart d'heure plus tard, il revient et déclare « Mon travail est fini pour aujourd'hui. » Il reprend son melon et sort. Le secrétaire, habitué à l'humour de son patron, ne s'est permis aucune réflexion. Il sait d'ailleurs que Sir Gordon travaille beaucoup plus qu'il ne paraît. Transactions de toutes sortes, coups de bourse, échanges internationaux l'occupent en permanence, même quand il joue au golf. Cela l'amuse de se donner les apparences d'un oisif. Dans la rue, une forêt de melons, de hauts de forme, de parapluies s'entrecroisent sous les enseignes en fer forgé des plus vieilles banques d'Europe. Sir Gordon passe devant l'auberge de M. Pickwick, traverse la célèbre place triangulaire qui rassemble dans le moins d'espace le plus d'argent au monde. En continuant son chemin, l'homme d'affaires s'engage dans une ruelle, pénètre dans une maison qui date du XVIIe siècle, descend au sous-sol. Plusieurs personnes l'y attendent, parmi lesquelles un Suisse, M. Orango, représentant de la banque Spitzer, et un chimiste anglais, Sir Levy. Tout est prêt? Je pense, oui. Dunikowski est satisfait du laboratoire que nous lui avons fait installer? Il en a l'air. Quelqu'un a-t-il un souhait à formuler, une exigence quelconque? Je tiens à ce que l'expérience se déroule sans le moindre doute pour personne. Sir Levy est là pour ça. Il contrôlera tout point par point. Vous voulez dire un mot, monsieur Orango? Non. Tout me semble en ordre. Je ne serais pas là s'il s'agissait d'une plaisanterie. Eh bien, moi, chers amis, j'y serai. Encore que la seule chose dont il vaut mieux ne pas plaisanter soit le cours de l'or. Et Sir Gordon introduit ses invités dans le laboratoire spécialement installé pour Dunikowski. Le savant polonais allait tenter de fabriquer, avec 20 kilos de terre, 2 grammes d'or. Qui est Dunikowski, le faiseur d'or? C'est le fils d'un professeur de géologie, membre de l'Académie de Cracovie, créateur du Musée des sciences naturelles de Lemberg. Ce qu'il sait, il l'a appris en assistant son père dans ses travaux, surtout dans le domaine des minéraux, à la suite d'explorations dans les montagnes inviolées de l'Himalaya, de l'Afrique et du Mexique. Il a par conséquent de réelles connaissances basées sur des expériences réalisées dans un laboratoire bien équipé, un laboratoire officiel en Pologne. Évidemment, c'est son père qui est un savant de réputation internationale. Pas lui, qui n'a été que son assistant. Mais enfin, Dunikowski n'est pas pour autant un alchimiste de foire, un amateur, un charlatan, comme on pourrait le penser d'un homme qui un beau jour déclare « Avec de la terre, je peux fabriquer de l'or. » Le dossier Dunikowski est d'ailleurs beaucoup plus extraordinaire si on le prend au sérieux comme il mérite de l'être. Il ne s'agit pas d'une banale escroquerie destinée à gruger des imbéciles en leur faisant miroiter la fortune. Il s'agit d'un rêve, vieux comme le monde, venu du Moyen-Âge jusqu'à nous, la recherche de la pierre philosophale, ridiculisé par les scientistes du XIXe siècle, le rêve des alchimistes qui paraît beaucoup moins ridicule aujourd'hui, à l'époque de l'atome. Et ce rêve est celui d'un homme simple, disgracié par la nature, petit, voûté à 34 ans, un père de famille qui abandonne son pays, la Pologne, vend sa maison parce que sa petite fille, Louchka, a les poumons malades.
Il espère que le climat de la Côte d'Azur peut la guérir, alors il vient s'installer à Monte-Carlo. Monte-Carlo, un des lieux du monde dont le nom seul évoque la fortune. L'illusion de la fortune aussi, grâce aux jeux comme à Las Vegas ou à Macao. Un endroit en tout cas où viennent en villégiature et de tous les coins du monde des gens riches et qui aiment l'argent. C'est là que naïvement Dounikovski, le faiseur d'or, a choisi de vivre. Son destin va en être changé. Un matin, le docteur Richard, directeur de l'Institut océanographique de Monaco, reçoit une visite, celle de René Lion, administrateur de la SBM, traduisez Société des Bains de Mer de Monte-Carlo, traduisez le casino. Vous connaissez Dounikovski? Oh, je connaissais surtout son père, un homme éminent. C'est le fils qui m'intéresse. À ce qu'on m'a dit, il travaille pour vous. Pas exactement. Je l'autorise à utiliser notre laboratoire. Pour quel genre de travaux, si je ne suis pas indiscret? Il étudie les métaux et les transforme. Le prince Albert lui a fait cadeau de roches qu'il a rapportées de sa dernière expédition d'un vulgaire caillou. Il a obtenu une sorte de boule rose avec des reflets bleus. Une sorte de perle d'Orient. C'est très étrange. On peut le voir. Il ne permet à personne d'assister à ses expériences. Il est hanté par l'idée qu'on va lui voler son secret. Il a vraiment un secret, vous croyez? Oh, comme tous les chercheurs. Des trucs qu'il ne tient pas à divulguer. En fait, je crois qu'il utilise la radioactivité, les rayons, enfin, j'en sais pas beaucoup plus. René Lion veut en savoir davantage. Il est persuadé à tort que le docteur Richard lui cache l'essentiel. Non. Le docteur héberge le fils d'un ami, rien de plus. C'est dans la tradition monégasque, sous le règne d'Albert Ier, de favoriser la recherche scientifique. L'administrateur de la Société des Bains de Mer veut jouer au plus malin. Si une usine d'or se prépare, elle serait mieux située dans les sous-sols du casino que dans un institut désintéressé. Alors il va voir Dounikovski chez lui. Vous avez ce qu'il faut dans ce laboratoire? Vous pensez... Non, bien sûr. Le docteur Richard ne vous donne pas d'argent? Oh, je paie tout de ma poche. Oh, c'est trop bête. Et puis, ça doit coûter beaucoup trop cher. Nous allons vous commanditer. René Lion verse 5000 francs par mois au savant polonais et l'installe dans un laboratoire tout neuf à la poterie du casino. Dounikovski peut construire lui-même sa machine à fabriquer de l'or. Du casino à l'hôtel de Paris, il n'y a que la rue à traverser. Dans ce merveilleux palace aux lambris jaunes et bleus, couleur du sable et de la mer, descendent toutes les célébrités. Quand on ouvre les rideaux blancs sur le balcon, le bruit des vagues sur les rochers se mêle au coup de feu du tir aux pigeons. Parmi les clients se trouve le comte Ladislas Sobanski, ancien ambassadeur de Pologne à Madrid. Monte-Carlo est un grand village, un village d'opérette, qu'on dirait construit par un décorateur de théâtre. Deux Polonais s'y rencontrent aussi naturellement que sur une scène au deuxième acte du spectacle. Pour son compatriote, Dounikovski ouvre son laboratoire, le Saint des Saints. Au fond d'une cornue, le comte voit de ses yeux des parcelles d'or. Prodigieux, inouï, miraculeux, mais comment faites-vous? Ah, ça c'est mon secret. Le comte est prêt à mettre dans l'affaire une partie de sa fortune et surtout celle des autres. Il ne manque pas de relations. Vous ne pourriez pas au moins, sans rien révéler d'essentiel, rédiger un mémoire qui me permette de trouver des capitaux? Un mémoire? Mais impossible. On me prendrait mon idée. Une simple note, alors quelques lignes d'explication. Oh, je vous en prie. Alors le savant écrit « Dans chaque roche, où les forces de la nature ont créé un métal, on constate la présence de sels métalliques du métal contenu dans cette roche. Ainsi, les couches aurifères contiennent de 10 à 100 fois plus de sel d'or que la chimie contemporaine n'en peut extraire. Ma méthode consiste à imiter les forces créatrices naturelles. Je répète ce travail en miniature au laboratoire et j'obtiens le métal en transformant l'embryon en métal fini, autrement dit, en couvant un œuf dans une couveuse artificielle d'où sort un poussin vivant. Le comte Sobanski fait rédiger un contrat par son avocat, maître Bruyard, puis, sûr de rester le maître de l'entreprise, se met à la chasse aux capitaux. À la réception de l'hôtel de Paris,
défile une foule de financiers, d'experts, de grands seigneurs, le grand-duc Dimitri, le comte d'Archange, le docteur Svanbergen, un Suédois, qui fait subir un interrogatoire en règle au pauvre faiseur d'or qui ne veut pas répondre, et même un abbé en soutane, un professeur de chimie du lycée de Bayonne. La fièvre monte, non sans raison, puisque le comte Sobanski annonce « Nous avons les commanditaires, il faut s'organiser, voir les choses en grand. Nous allons nous installer à Paris. » Déjà, des ouvriers démontent l'installation, l'emballent dans des caisses. Dunikovski s'affole. Il n'est plus le maître, on s'empare de son affaire. D'autres plus habiles, plus forts que lui, vont la mener à bonne fin et lui sera éliminé, oublié. Alors il prend les ampoules radioactives sans lesquelles rien ne peut fonctionner, il se sauve, court jusqu'au port et il les jette à la mer. Le voici à nouveau seul à détenir le secret. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le 9, rouge, impair et manque. Le croupier du casino de Monte-Carlo à la première table, celle où se jouent les plus grosses sommes, ramasse avec son râteau les jetons des perdants, puis il pousse une pile de plaques multicolores devant un gagnant, Willem Charles van Hentz, le fils du gouverneur des Indes hollandaises. Celui-ci ne bronche pas, il range consciencieusement son gain en petits tas sur le tapis vert, comme un jeu de construction. Une femme les yeux cernés, très fardée, qui porte une robe en taffetas à fleurs, s'approche, debout derrière son fauteuil. Puisqu'il a de la chance, elle s'apprête à miser sur le même numéro que lui. Mais M. Van Hentz prend son temps. Il note des chiffres sur un bout de papier. Il suit une martingale, comme l'on dit. « Faites vos jeux !» La roulette se met à tourner. Rien ne va plus. La petite boule a été lancée, elle roule, bondit, rebondit dans un cliquetis si savoureux pour les amateurs d'émotion, la musique aveugle de la fortune. Le riche Hollandais passe ainsi ses nuits au casino. Quand il perd, il se console avec les femmes seules qui, dans les salons, n'attendent que ça. Quand il gagne, alors il va voir Dunikovski, le faiseur d'or, dont il finance maintenant les expériences dans un nouveau laboratoire au vieux moulin de Chérico. Il a dédommagé le comte Sobanski, des frais engagés jusque-là, et fondé avec lui une société anonyme, le laboratoire électrochimique. Tout semble aller pour le mieux. Dunikovski a touché des avances sur les bénéfices escomptés, il habite à Roquebrune, une villa qui domine la mer, Mon Caprice. Un nom qui convient mieux à ses commanditaires qu'à lui-même, brave père de famille entouré de sa femme et de ses 4 enfants. Au printemps de 1930, les fleurs, la douceur de la température, le ciel bleu semblent indiquer le bonheur. Bonheur factice, comme souvent en ces pays au climat privilégié. En effet, un messager apporte une nouvelle. Monsieur Van Hentz, il est mort. Depuis quelque temps, sans qu'on le sache, il perdait des sommes importantes à la roulette, entretenait des femmes pour oublier, noyait son chagrin dans l'alcool. Une crise cardiaque l'a emporté. Dunikovski apprend à la fois la perte de son protecteur et que celui-ci a vendu ses parts de la société. Le laboratoire électrochimique appartient désormais à d'autres actionnaires qui veulent tout chambouler. Il faut aller à Paris signer de nouveaux contrats. À l'hôtel, dans le quartier de l'Opéra, le savant polonais est assailli par les hommes d'affaires des financiers. « Signez ! Mais je ne peux pas signer ça. Vous me demandez de vous livrer mon secret de fabrication par écrit. Vous êtes obligé de signer. Vous nous devez de l'argent. Savez-vous seulement combien vous avez déjà touché, vous, sans compter le coût des installations ?» Et c'était d'accord avec M. Van Hentz. Il n'y a plus de M. Van Hentz. Je refuse de signer. Si vous ne signez pas, nous portons plainte. À moins que vous ne préfériez rembourser. Dunikovski signe, en ajoutant au-dessus de sa signature « sous toute réserve ». Il ignorait que cette mention n'avait aucune valeur juridique. Le laboratoire électrochimique devient la propriété de la société Finindus. Cette société entreprend aussitôt des pourparlers avec des banquiers suisses et anglais. Et c'est ainsi que Dunikovski doit se rendre à Londres, comme je vous l'ai raconté au début de ce récit, afin de prouver ce dont il est réellement capable.
Les résultats de l'expérience les voici. Le savant a opéré sur de la terre contenant des sels d'or. Avant l'expérience, le pourcentage d'or allait, selon les échantillons utilisés, de 0,05% à 18,75%. Après l'expérience, le pourcentage était passé de 14,5% à 45%. Vous voyez ? J'ai réussi, la preuve est faite. Si on veut. Comment ça, qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce n'est qu'une expérience de laboratoire. De là à trouver un procédé industriel pour que ce soit rentable, faut construire une machine capable de traiter 1 tonne de minerais par jour. Nous avons fait les calculs. Eh bien, ce n'est pas impossible. C'est impossible avec vous, monsieur Dunikovski. Ce sont des ingénieurs à ce stade, au stade industriel, qui doivent s'en occuper. Vous allez déposer votre formule chez un notaire, et nous, jamais. Votre contrat vous y oblige. Jamais, vous entendez? Jamais je ne livrerai mon secret. Donnez-moi du temps, de l'argent, je fabriquerai votre machine. La société Finindus porte plainte. Dunikovski est arrêté chez lui, à Roquebrune, et transféré à la prison de la Santé à Paris. Le juge Ordonneau instruit l'affaire. Comment le savant, s'il est réellement un savant, a-t-il obtenu et utilisé de l'argent pour ses expériences? Comment l'a-t-il dépensé pour lui-même et pour construire ses appareils? En un mot, est-il un voleur? Alors commençons par le commencement. Que ce monsieur nous fabrique un peu d'or pour voir. L'essai est prévu d'abord à la Sorbonne. Dunikovski devra opérer tout nu, afin d'être sûr qu'il ne cache rien dans ses vêtements. Et puis, cela paraît tout de même un peu ridicule. Il fera sa démonstration habillé et à l'école centrale. Ce jour-là, on dirait une réunion mondaine. Le directeur, M. Guillet, offre des rafraîchissements à ses invités. L'avocat de l'accusé, maître Jean-Charles Legrand, pérore. Vous comprenez, mon client a découvert un rayon, le rayon Z. Ce rayon peut, en quelques secondes, transmuter en or des sels métalliques que les rayons terrestres mettent plusieurs siècles à transformer. Les experts s'enferment dans le laboratoire. L'expérience a lieu. Quand ils ressortent, tout le monde se précipite. Alors, le résultat? Mais aucun d'entre eux n'accepte de faire le moindre commentaire. Un journaliste insiste. Un chimiste lui confie alors à voix basse. Dunikovski récuse le directeur. Qui ça? Guillet. C'est un des administrateurs de la Compagnie des mines et minerais. Vous pensez aux conséquences pour lui si la découverte n'est pas une fumisterie. Le procès a lieu en décembre 1932 devant le tribunal correctionnel de la Seine. La question n'est pas de savoir si l'accusé est un faiseur d'or ou non, mais s'il s'est servi de ses expériences pour soutirer de l'argent de manière illégale. Contre le versement de 120 000 francs, il devait remettre un pli cacheté contenant une formule permettant à tout technicien de réaliser son procédé hors de sa présence. Il ne l'a pas fait. Alors Dunikovski est condamné à 2 ans de prison. 3 ans plus tard, un journaliste, Méry Bramberger, rend visite au savant qui s'est retiré avec sa famille en Italie à San Remo. Ils évoquent le passé, l'échec, en fin de compte, d'expériences intéressantes, mais qui n'ont pas pu trouver de débouché industriel. Au bout d'un moment, Dunikovski dit au journaliste « Venez dans mon labo, je vais vous montrer une chose. » Un petit avion, un jouet d'enfant est suspendu au plafond par un fil. Le savant prend un morceau de coton hydrophile, verse un peu d'essence dessus, le place dans la carlingue. Sur une table en face, toute une installation électrique est prête à fonctionner. Il y a des ampoules semblables à celles dont les radiations agissaient sur les métaux, comme à Monte-Carlo et à Londres. Il y a aussi d'autres ampoules dans lesquelles sont enchâssés des cailloux, en fait des matières radioactives. Il suffit de mettre le courant, dit le savant. À distance, frappé par un rayon invisible, le coton s'enflamme, l'avion brûle. Dunikovski avait renoncé à fabriquer de l'or. Désormais, comme tant d'autres chercheurs, il pensait aux armes mortelles, à celles qui, 10 ans plus tard, allaient bouleverser le monde et remettre en cause la civilisation. Il travaillait afin de mettre au point ce que les journaux de l'époque appelaient le rayon de la mort. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot.
Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.